Mon fils a levé son verre devant 200 personnes et a dit qu'il détestait mon nom. La pièce éclata de rire pendant que je comptais silencieusement toutes les syllabes de sa honte. Le pire n'était pas l'humiliation. C'était découvrir combien ils ont aimé le voir cette nuit-là. Alors qu'ils applaudissaient sa blague, j'ai décidé que je ne serais plus jamais l'homme qu'ils pensaient pouvoir marcher partout. Avant de continuer, abonnez-vous à William's Revenge Stories. Appuyez sur la cloche de notification parce que nous avons de nouvelles histoires chaque jour. Laissez vos semblables et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Mon nom est Robert Miller. J'ai 65 ans et jusqu'à ce samedi 22 juin 2024. Je croyais comprendre le poids d'un nom que j'avais porté avec fierté. Même s'il est arrivé à la pauvreté, je suis charpentier depuis mes 18 ans. Un homme qui mesure le monde avec la même bande qu'il utilise pour le bois. Qui fait confiance au niveau d'un carré et à la rectitude d'une conscience qui ne se courbe pas même si les attelle de bois. C'est peut-être pour ça que quand mon fils Adam Miller a levé son verre dans la salle de bal du Grand Hôtel et a dit avec un sourire que beaucoup de gens se sont trompés d'esprit. J'ai toujours détesté avoir ce nom de famille. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Même quand la blague a été rencontrée avec un rire collectif qui a fait écho au lustre en cristal comme des cailloux invisibles. Parce qu'au lieu de réagir avec colère, j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai pris une profonde inspiration, compté jusqu'à 10, et laissé mon fichier mémoire enlever chaque détail afin que je puisse comprendre plus tard exactement comment répondre. La cérémonie avait eu lieu à 5 heures de l'après-midi à l'église Street Lawrence, lumineuse et solennelle. J'avais accroché dans mes mains une carte funéraire pliée portant le nom de Linda Scott, ma femme, la mère d'Adam, décédée en mars 2023. Je l'ai gardée dans ma poche depuis l'enterrement comme une cousue en talisman. J'ai pensé à elle quand le maître des cérémonies a remis le micro à mon fils. Linda aurait souri avec ses yeux sombres qui riaient. Elle aurait mis sa main sur mon avant-bras si elle avait senti le naufrage qui venait. Elle aurait su lire cette ombre de nervosité au coin des lèvres d'Adam, ce geste hérité de moi, qui lui donne quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il ne peut pas revenir en arrière plus tard. J'ai pensé à la façon dont nous l'avions élevé entre les doubles quarts et les cahiers pleins de devoirs dans le vieux quartier, quand chaque dollar était compté dans une voix basse, et le réfrigérateur sifflait la nuit parce que son moteur était en panne. Je me demandais où la boussole avait mal tourné. Dans quel couloir de son cabinet de consultant il a commencé à croire que le nom Miller était une pierre dans sa chaussure. Adam parlait de l'amour, de la fortune de trouver Chloé Sullivan, de la patience qu'elle avait montrée avec ses jours de travail sans fin. Puis, avec la chambre balayant avec émotion facile, il jeta la ligne comme une fléchette enveloppée de papier cadeau. J'ai toujours détesté avoir ce nom de famille, j'étais gêné par ça à la fac, et ça pèse sur moi chaque fois que je le signe. Aujourd'hui, en me mariant, j'ai l'impression de pouvoir enfin laisser tomber. C'est alors que j'ai entendu le rire d'une table à l'arrière. Ses collègues de New York, dans leurs costumes brillants. J'ai vu les doigts de Chloé serrés sur son bouquet. Elle n'a pas ri, mais elle n'est pas intervenue non plus. Certains parents de Linda se sont tournés vers cette table, confus. Une de mes tantes a mis sa main à sa poitrine, et une autre a commencé à couper dans le plat qui avait été servi trop tôt, comme si le dessert pouvait absorber l'amertume. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas fait de scène. Je viens de poser mes doigts sur la nappe. J'ai aligné le couteau sur la serviette et j'ai pris note du silence de ceux qui savaient qui avait payé pour chacun des carnets d'Adam. Chaque trajet en bus jusqu'à l'école, chaque paire de chaussures quand sa croissance a frappé. Mon métier m'a appris que l'impulsion est un pauvre conseiller, et que les faisceaux ne sont pas confrontés à la patience finie par céder. Au milieu du bruit, j'ai remarqué de petits détails. Le photographe se concentre plus sur la table des amis de New York que sur la famille. La grand-mère de Chloé a corrigé un petit-fils qui a dit, comme c'est drôle, mon voisin de l'atelier, Larry Parrish, m'a serré l'épaule quand il est passé. Une touche légère qui disait, je suis là sans mots. Et je me suis souvenu de mars, les papiers que j'ai signés quand j'ai payé la dernière dette sur l'atelier sur Ferry Street, et le carnet où j'écris chaque commande. Sur une page d'avril, il y a une entrée. Adam téléphone a dit que son cabinet demande d'où vient ce nom de famille. Changer de sujet. J'avais déjà vu la fissure, mais je n'avais pas imaginé l'effondrement. Quand le toast s'est terminé, un cousin s'est approché avec un sourire en plastique. Ne le prends pas comme ça, oncle. C'est juste les blagues des jeunes. Je lui ai répondu avec une phrase que mon père répétait quand l'humiliation se déguisait en humour. Les blagues qui font mal sont des vérités lâches. J'ai cherché Adam avec mes yeux. Il était entouré d'amis, ignorant de moi,
comme si j'étais un invité sans nom. À 10h30, je suis allé à la terrasse pour respirer. Chicago sentait les fleurs du printemps. J'ai allumé mon téléphone et vérifié mes messages. 2 clients qui demandent des étagères. Mon beau-frère envoie un emoji pour la photo du toast. Une notification bancaire. J'ai rangé le téléphone et pris la carte funéraire de Linda. Je lui ai parlé à voix basse. Vous l'avez entendu? Notre nom le pèse. Je ne demandais pas de réconfort. Je m'offrais un but pour protéger ce que nous sommes. Je suis retourné dans la salle de bal quand ils ont annoncé le gâteau. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. J'ai dit très peu. Félicitations, les enfants. Que la vie vous enseigne à honorer qui vous êtes. Il y avait un murmure inconfortable. J'ai pris un petit morceau de gâteau. J'ai savouré le sucre comme quelqu'un mémorisant un détail de plus, et je me suis assis à côté de la chaise vide que Linda aurait occupée. À minuit, je suis rentré seul dans la rue Trajan avec une boîte de faveurs, la carte avec des noms mal orthographiés, des serviettes brodées, une photo des jeunes mariés. La ville silencieuse me laisse entendre mes pas, et le murmure de mes idées, qui n'étaient pas de vengeance, mais de soin. Une leçon que j'ai appris. Porte à sable. Si tu pousses trop fort, tu éclates. Si vous passez lentement, vous sauvez la couleur. À la maison, j'ai ouvert le cahier couvert vert et j'ai écrit la date. J'ai laissé 3 lignes en blanc. Parce que certaines blessures ont besoin d'air. Et puis j'ai écrit. Ressemble à une carte postale. Pendant le petit déjeuner, Adam m'a demandé des détails sur le gala. Quel genre de personne serait là? Si je connaissais personnellement le donneur anonyme de la fondation, j'ai répondu avec des informations générales, cachant soigneusement les détails qui transformeraient la soirée en une révélation dévastatrice. Je vous demande juste de garder l'esprit ouvert, je l'ai prévenu. Certaines choses que vous découvrirez ce soir pourraient vous surprendre. Au milieu de l'après-midi, nous avons commencé à nous préparer pour le gala. Adam vêtu d'un élégant costume foncé, chemise blanche croustillante, cravate sobre. J'ai choisi mon meilleur costume, celui que j'avais porté pour mon mariage avec Linda 30 ans plus tôt. Avant de partir pour l'opéra civique, je me suis arrêté à l'atelier pour ramasser une enveloppe que j'avais préparée au cours des semaines précédentes. Il contenait des documents relatifs à l'héritage d'Arthur, des photographies des propriétés du Massachusetts, des états financiers et une lettre personnelle à Adam expliquant les raisons de mon silence. Le dernier moment de vérité était arrivé, et j'étais prêt à toutes ses conséquences. Le gala deviendrait l'étape parfaite pour compléter l'éducation sentimentale de mon fils, en lui montrant de façon irréversible la vraie valeur du nom qu'il avait choisi de mépriser. L'opéra civique scintille sous les lumières de nuit quand nous sommes arrivés en taxi à 20h. La façade néoclassique a été éclairée avec des projecteurs spéciaux pour l'occasion, et un tapis rouge est tiré de l'entrée principale du trottoir, où des photographes de divers médias ont capturé l'arrivée d'invités notables. Adam observa la scène avec une expression fascinée, clairement impressionné par l'ampleur de l'événement. Je n'imaginais pas qu'une fondation caritative puisse organiser quelque chose d'aussi élégant, a-t-il commenté en sortant de la voiture. Le donneur anonyme a dû investir une fortune considérable dans ce gala. Une hôtesse a demandé nos invitations à l'entrée. J'ai présenté les 2 laissez-passer que j'avais spécialement demandés, imprimés sur du papier de haute qualité avec l'emblème de la fondation et le relief or. Monsieur Miller, l'hôtesse a lu, en vérifiant sa liste, vous avez une table réservée dans la section VIP. Suivez l'huissier. Adam m'a regardé avec une nouvelle surprise. Table VIP. Papa. Je ne savais pas que vous aviez des contacts aussi influents dans ces cercles. J'ai vaguement expliqué que les organisateurs avaient apprécié ma contribution en tant que représentant de la communauté artisanale de Chicago. L'intérieur du théâtre avait été transformé pour l'occasion. L'étage principal avait été reconfiguré avec des rondelles élégamment décorées, chacune comptant 8 personnes. Les boîtes latérales tenaient des personnalités politiques et des chefs d'entreprise éminents, tandis que la scène principale présentait un grand écran projetant des images des bénéficiaires de la fondation. Notre table était située dans la première rangée avec une vue directe de l'étape. Nos partenaires de table comprenaient le directeur d'une importante entreprise de construction de Chicago, le président de l'association d'affaires du centre-ville, un journaliste spécialisé dans les questions sociales, et un couple philanthropique connu pour le financement de projets culturels locaux. Adam s'est présenté à tout le monde comme Adam Miller Scott, consultant financier, en utilisant son nom complet, comme nous l'avions convenu. Son comportement était impeccable, poli, vraiment intéressé par les conversations,
montrant le respect authentique des objectifs de la fondation. Pendant l'heure du cocktail avant le dîner, Adam en a profité pour faire des contacts professionnels potentiellement utiles pour son éventuel retour à Chicago. Il a échangé des cartes d'affaires avec plusieurs entrepreneurs, discuté des possibilités de collaboration financière, démontré une solide connaissance des marchés du Midwest. J'envisage de retourner dans ma ville natale, il a expliqué à ceux qui ont posé des questions sur sa situation actuelle. À 9 h, sharp, un chant élégant, annonce le début de la cérémonie officielle. Le maire a pris la parole pour donner le discours d'ouverture, soulignant l'importance des initiatives privées qui complètent les politiques sociales publiques. La fondation Linda Scott Miller représente le meilleur de la solidarité de Chicago, il a déclaré aux applaudissements enthousiastes. Patricia Morgan l'a suivi comme président de la fondation. Elle a présenté un rapport détaillé sur les activités menées au cours de la première année de fonctionnement. Les chiffres étaient impressionnants. 53 bourses universitaires accordées, 26 prêts d'intérêt pour des ateliers familiaux, 34 subventions médicales accordées, plus de 200 familles ont directement bénéficié. Tout cela a été possible grâce à la vision et à la générosité d'une personne qui préfère rester anonyme, explique Patricia. Mais ce soir, il a exceptionnellement accepté de révéler son identité pour rendre hommage public à la mémoire de Linda Scott Miller. Le moment clé était arrivé. Patricia m'a invité à la scène avec un geste discret que je n'ai perçu que de mon siège. Je me levai lentement, sentant le regard confus d'Adam et l'attention croissante des invités, qui se demandaient qui était cet homme plus âgé qui marchait vers le podium principal. Mesdames et messieurs, Patricia a annoncé dans le microphone, j'ai l'honneur de présenter le bienfaiteur de la fondation Linda Scott Miller, Monsieur Robert Miller. Le silence qui suivit était absolu depuis la scène. Je pouvais voir le visage d'Adam, qui était devenu complètement pâle alors qu'il comprenait les implications de ce qu'il était témoin. J'ai pris le microphone avec des mains qui tremblaient légèrement, mais avec une voix qui est sortie ferme et claire. Bonsoir. Il y a un an, j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie, Linda Scott Miller, dont cette fondation porte le nom. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un héritage inattendu de mon grand-oncle, Arthur Miller, un homme d'affaires du Massachusetts qui a construit une fortune considérable sur 4 décennies de travail honnête. Je me suis délibérément arrêté, permettant à Adam de traiter les informations qu'il recevait. Cet héritage s'élève à 10,4 millions de dollars. Le murmure de surprise qui a traversé le théâtre était audible même de la scène. J'ai continué. J'ai décidé d'affecter une partie importante de ces ressources à aider les familles comme la mienne, les ouvriers qui construisent cette ville avec des efforts quotidiens. Mon regard s'adressa directement à Adam, qui resta immobile dans sa chaise. Son expression était une combinaison d'étonnement, de douleur, de compréhension et de quelque chose qui ressemblait à une profonde honte. Le nom Miller, j'ai poursuivi, est une source de fierté pour ma famille depuis des générations. Mon grand-oncle Arthur a immigré au Massachusetts quand il était très jeune. Travaille comme un maçon, sauve chaque centime, investit sagement, et construit un empire immobilier respectable. Il n'a jamais eu honte de ses humbles origines. Il les a transformées en force d'affaires. La révélation finale est venue avec précision chirurgicale. Malheureusement, tous les membres de ma famille n'ont pas bien apprécié ce que signifie porter ce nom. Il y a 10 mois, lors d'une fête familiale, j'ai entendu mon fils unique déclarer publiquement qu'il avait toujours détesté le nom de Miller, qu'il avait honte de notre origine. Le silence dans le théâtre était assourdissant. Cette nuit-là, j'ai décidé que celui qui rejette un nom de famille ne mérite pas de bénéficier de la fortune que ce nom a engendrée. Adam avait enterré sa tête dans ses mains, et ses épaules tremblaient presque imperceptiblement. C'est pourquoi j'ai créé cette fondation. J'ai continué à démontrer que le nom Miller peut générer la reconnaissance sociale, la communauté, l'impact et le respect du public. D'enseigner que la valeur d'un nom n'est pas mesurée par l'argent qui l'accompagne, mais par l'intégrité de ceux qui le portent. J'ai conclu par des mots qui visaient directement mon fils. Un nom de famille est une responsabilité, pas un fardeau. Il représente ceux qui sont venus avant et engage ceux qui viendront après. Si quelqu'un le considère comme un poids mort, il doit être prêt à vivre sans les avantages que le poids a engendrés au cours de décennies de travail familial. Les applaudissements qui ont suivi ont été longs et émotionnels, mais je n'ai regardé qu'Adam, qui a finalement levé son regard sur la scène, des larmes coulant sur ses joues. Je suis sorti de la scène avec les félicitations des organisateurs et des invités, mais mon attention était entièrement centrée sur le retour à la table. Adam s'était levé et attendait par sa chaise une expression qui mélangeait dévastation émotionnelle, compréhension retardée,
et quelque chose qui pouvait être interprété comme une admiration douloureuse. Quand je suis arrivé à ses côtés, il n'a rien dit. Il m'a serré avec une force désespérée et m'a chuchoté à l'oreille, « Papa, pardonne-moi. J'ai été complètement idiot. » Le gala a continué avec des présentations de prix et des témoignages de bénéficiaires, mais nous sommes restés dans le silence, traitant les implications de la révélation qui venait de transformer pour toujours notre relation familiale. Adam avait découvert que le nom qu'il méprisait avait financé l'institution qu'il admirait, que son père charpentier était millionnaire par héritage. La leçon était complète, mais ses conséquences commençaient à peine à se développer. 1 an et demi après ce gala qui a changé nos vies, j'écris ces lignes depuis la terrasse de mon nouvel appartement au centre de Chicago. La vue s'étend sur les toits de la ville, s'effaçant dans l'horizon doré du coucher du soleil du Midwest. La fondation Linda Scott Miller est devenue une institution reconnue à l'échelle nationale, avec des succursales dans 3 États et plus de 400 familles en ont bénéficié. Adam revint définitivement à Chicago 6 mois après la révélation au théâtre. Le processus n'était pas immédiat. Il fallait des négociations de travail compliquées, des obstacles bureaucratiques pour transférer son travail, et surtout un exercice profond d'humilité pour reconstruire les relations qu'il avait endommagées. La firme de New York a accepté de le transférer dans leur bureau de Chicago avec une réduction de salaire de 30%, une condition qu'il a acceptée sans protestation. Je préfère gagner moins d'argent étant authentique que de maintenir un salaire élevé jouant un faux personnage, m'a-t-il dit lors d'un de nos pourparlers de réconciliation. Notre authentique réunion de famille a commencé progressivement, renforçant la confiance sur des bases plus solides que celles qui existaient pendant sa jeunesse. Adam a insisté pour travailler les week-ends dans l'atelier, apprenant les techniques de menuiserie qu'il avait dédaignées pendant son adolescence. Je veux vraiment comprendre ce que signifie le travail manuel, il expliquerait, patiemment poncer une surface inégale. Pendant des années, je pensais que c'était inférieur à mon travail de bureau. Maintenant je vois qu'il faut de l'habileté, de la patience et de la précision que je ne possède pas. Le regarder se concentrer sur le bois, répéter des gestes que j'avais maîtrisés pendant des décennies m'a rempli d'une satisfaction paternelle renouvelée. Chloé adaptait au changement avec un véritable enthousiasme. Le retour à Chicago lui a rendu la paix qu'elle avait perdue à New York, où elle s'était constamment sentie jugée selon des normes sociales superficielles qu'elle ne partageait pas. Je peux enfin être moi-même sans craindre que cela nuise à la carrière d'Adam. Elle m'a avoué pendant un dîner en famille. Elle a trouvé un emploi dans un travail de fondation culturelle locale qui a apporté sa satisfaction plus personnelle que ses rôles précédents dans le marketing conseil. J'ai pris la décision la plus importante à l'automne 2025. Après des mois d'observation de la transformation authentique d'Adam, j'ai décidé de l'intégrer progressivement dans la gestion de l'héritage familial, non pas comme un don immérité, mais comme reconnaissance de sa croissance personnelle et de son engagement envers les valeurs qui avaient construit la fortune d'Arthur. Il a commencé par faire du bénévolat à la fondation, apprendre à connaître des cas individuels, participer à des évaluations d'application, comprendre de l'intérieur l'impact social de la richesse qu'il avait autrefois méprisée. Son expertise financière s'est révélée précieuse pour optimiser les investissements qui ont soutenu les activités de bienfaisance. « Papa, je dois te demander quelque chose d'important », a-t-il dit un après-midi alors que nous avons examiné ensemble les comptes annuels de la fondation. « Me pardonnerez-vous complètement pour ce que j'ai fait ou y aura-t-il toujours une cicatrice entre nous ?» Sa question m'a ému avec son honnêteté vulnérable, Adam. J'ai répondu, « Le pardon n'efface pas les blessures, mais il leur permet de guérir correctement. Ce qui importe, ce n'est pas oublier le passé, mais construire un avenir où ces erreurs ont servi un but positif. » Au printemps, lorsque la fondation a célébré son 2e anniversaire, Adam a prononcé un discours public qui m'a rempli de fierté paternelle il y a 2 ans, il a déclaré aux médias. Je croyais que le succès signifiait fuir mes origines, niant l'histoire familiale qui m'avait façonné. J'ai appris de la manière la plus dure possible que le vrai succès signifie honorer d'où vous venez tout en construisant vers où vous allez. Naria et Adam ont annoncé en été qu'ils attendaient leur premier enfant. La nouvelle m'a profondément ému. Non seulement à la perspective de devenir grand-père, mais parce qu'elle représentait la continuité familiale, reconstruite sur des valeurs solides. Nous voulons que notre fils grandisse en connaissant l'histoire complète de la famille Miller, m'ont-ils dit. Ils décidèrent de le nommer Arthur en l'honneur du grand-oncle dont l'héritage avait transformé nos vies. L'atelier de menuiserie continue à fonctionner, mais maintenant plus comme une passion personnelle qu'une nécessité financière. J'accepte toujours les commissions spéciales qui me motivent techniquement, mais j'ai refusé les emplois de routine qui ne me stimulent plus. Adam a exprimé son intérêt pour l'apprentissage sérieux du métier, non comme un passe-temps,
mais comme une compétence professionnelle complémentaire. Je veux que mon fils sache que son grand-père était capable de créer la beauté de ses mains en plus de gérer des millions de dollars. Il explique, l'héritage d'Arthur continue de croître grâce à des investissements prudents et une gestion professionnelle compétente. Une partie substantielle continue de financer la fondation, mais j'ai commencé à diversifier l'impact social en créant un fonds de bourse universitaire spécifiquement pour les enfants de menuisiers, plombiers, électriciens et autres métiers manuels. Pendant les après-midi tranquilles, je vais visiter la tombe de Linda au cimetière Street Ferdinand. Je lui dis les nouvelles de la famille. Je décris l'évolution d'Adam. Je vous explique comment nous utilisons l'héritage d'Arthur à des fins qu'elle aurait entièrement approuvées. Notre fils a appris sa leçon. Je murmure au granit où reposent ses cendres. Ça a pris plus de temps qu'on ne voudrait, mais il a finalement compris ce qu'on a essayé de lui apprendre. Le nom Miller portait avec fierté, hérité, pas imposé. Il va grandir en entendant des histoires sur son arrière-grand-père Arthur qui a immigré avec des poches vides et construit un empire, sur sa grand-mère, Linda, qui a tenu la famille avec amour inconditionnel. À propos de son grand-père Robert, qui a transformé un héritage inattendu en espérance sociale, et de son père, Adam, qui a commis de graves erreurs, mais a eu le courage de les reconnaître et de les corriger. Cette histoire a commencé par l'humiliation publique et s'est terminée par la réconciliation privée. Mais sa vraie valeur réside dans les leçons entre les deux. J'ai appris que l'amour paternel le plus profond n'est pas toujours le plus permissif, que certaines leçons exigent du temps et de la distance pour être efficaces, que l'éducation des patients peut générer des transformations plus durables que les confrontations immédiates. Adam a appris qu'échapper aux origines familiales est impossible et contre-productif. Cette authenticité personnelle est plus précieuse que l'approbation sociale artificielle. Que les noms de famille chargés d'histoire sont des privilèges à honorer, et non des fardeaux à abandonner. Lorsque je tiens le cahier couvert vert où j'ai documenté chaque étape de cette crise, je ressens une profonde satisfaction d'avoir maintenu la fermeté nécessaire sans perdre la compassion essentielle. Les pages racontent l'histoire d'un père qui a choisi d'enseigner au lieu de punir, qui a utilisé des ressources inattendues pour créer des leçons mémorables, qui a transformé un héritage matériel en éducation sentimentale. Le nom Miller continuera pour les générations futures portées par les descendants qui connaîtront son histoire complète, les gloires et les hontes, les triomphes et les erreurs, les héritages reçus et les responsabilités assumées. Linda serait fière de ce résultat et Arthur aurait approuvé l'usage que nous avons donné à sa fortune. Nous les meuniers avons enfin appris à honorer notre nom. Si vous avez aimé cette histoire, donnez à la vidéo un 6000. Pour entendre l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé. Remarquez chaque geste d'aujourd'hui. Ne m'expliquez pas. Ne justifiez pas, attendez. J'ai placé la carte de Linda comme signée et je suis allé à l'atelier parce que l'odeur du bois me ramène à moi-même. Sur l'atelier reposait une commande pour une école, une bibliothèque pour leur bibliothèque. J'ai couru ma main le long du bord et je pensais que c'était l'héritage que j'ai compris. Des choses utiles, fermes, faites avec patience. Une émission de fin de soirée jouée à la radio. Un appel parlait de la façon dont les noms de famille racontent des histoires que nous ne connaissons pas parfois. Je souriais sans humour. Alors que j'ai aiguisé mon ciseau, j'ai passé en revue les scènes passées avec Adam. Le jour où je lui ai acheté un costume pour sa première entrevue. La nuit où il m'a demandé de ne pas venir dîner avec des cadres. Le temps qu'il corrige ma prononciation devant ses amis. Je me suis également souvenu de sa générosité au début quand il partageait ses sandwichs à l'école. Rien ne disparaît jamais complètement chez un enfant. Ça change d'endroit. À 1h15, j'ai fermé l'atelier. J'ai fait du thé à la camomille et j'ai ouvert une boîte où je conserve des documents. Parmi les photographies, il y avait une lettre de mon père datée de 1979. Robert, la fierté qui vous pèse est celle qui regarde les autres. La fierté qui tient le dos droit, qui ne pèse jamais rien. La vie, comme le bois, rend le traitement que vous lui donnez. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange qui me rappela le silence avant une tempête d'été. Adam n'a pas appelé dimanche, comme je l'avais prévu, ni lundi. Son silence a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Il a considéré l'épisode de mariage terminé, une mauvaise blague que le temps effacerait sans aucun besoin d'explication. Je connaissais sa stratégie depuis l'adolescence. Quand il a cassé quelque chose ou est rentré tard, il attendait que la routine familiale absorbe l'incident jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Pendant des années, cela a fonctionné parce que Linda intercédait avec cette diplomatie maternelle qui adoucit les bords difficiles entre père et fils. Maintenant,
sans sa présence médiatrice, le vide était plus évident. Mardi, alors que je vernissais une table ronde pour un couple âgé de l'ancien district, j'ai entendu la voix de mon voisin, Thomas Warner, un employé postal à la retraite, derrière moi. « Robert, avez-vous vu les nouvelles du mariage sur Instagram ?» J'ai posé le pinceau et je me suis retourné. Thomas tenait son téléphone avec une expression maladroite, me montrant une photo d'Adam et Chloé Toasting. Un des commentaires, signé par un Michael Harris, a dit « Enfin, libre du nom de famille des charpentiers. Maintenant vous semblez important. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et lui ai rendu le téléphone. « Merci de m'avoir prévenu, Thomas. Certaines choses sont bonnes à savoir. » Il haïssait avec la gravité de quelqu'un qui comprend que certaines douleurs n'ont pas besoin de mots. Ce soir-là, j'ai ouvert mon profil de médias sociaux pour la première fois, pratiquement abandonné depuis la mort de Linda. La dernière photo date de février, elle sourit dans la cuisine, faisant des lentilles avec son tablier bleu du dimanche. Les commentaires de condoléances étaient encore là, certains récents de personnes qui venaient de le découvrir. J'ai parcouru le profil d'Adam avec la curiosité de quelqu'un qui examine un document technique. Sa bio avait changé là où elle disait Adam Miller, consultant financier. Il lisait maintenant Adam Monsieur Scott, analyste principal. La transformation était subtile mais délibérée. Il avait relégué mon nom de famille à une initiale et promu ses mères à la principale. J'ai vérifié ses billets de lune de miel de Santorin. Dans tous, il a été marqué comme Adam Scott sans aucune trace du nom qu'il a trouvé si gênant à porter. Je ne me sentais pas en colère. J'ai senti quelque chose de plus complexe. La tristesse d'un artisan qui regarde quelqu'un mépriser une pièce dans laquelle il a investi des décennies de travail. Parce qu'élever un enfant est juste cela, un travail de précision où chaque geste ciselait le résultat final. Je me suis souvenu de l'après-midi d'hiver où Adam, 8 ou 9 ans, s'asseyait à côté de mon atelier et me demandait pourquoi le bois avait des grains différents. Chaque arbre pousse selon les tempêtes auxquelles il fait face, je l'ai expliqué. Les marques ne sont pas des défauts. Il raconte comment il a survécu. 25 ans plus tard, il avait honte des grains qui avaient façonné son caractère. Mercredi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chloé, sa voix tendue. « Robert, je dois te parler. C'est important. » Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un café calme en ville. Elle est arrivée comme inquiète, habillée plus simplement qu'à la cérémonie. Elle s'est excusée de ne pas être en contact depuis le mariage, expliquant qu'Adam avait préféré éviter la communication avec Chicago pendant qu'il s'ajustait à la vie à New York. Ce qu'elle m'a dit a confirmé mes pires soupçons sur l'évolution du caractère de mon fils. Adam avait intensifié son obsession d'effacer des traces de son origine familiale, inventant même de fausses histoires sur son passé quand il interagit avec des collègues importants. Il leur dit que son père était ingénieur industriel à la retraite, qu'il a grandi dans un quartier résidentiel de Chicago, a révélé Chloé, clairement inconfortable. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter ses mensonges, mais il dit qu'ils sont des ajustements narratifs nécessaires pour le réseautage professionnel. La froideur de cette expression a refroidi mon sang. Mon fils avait transformé le déni de mon existence en une stratégie de marketing personnel. Mais il y a quelque chose de plus sérieux. Chloé a poursuivi, la semaine dernière, nous sommes allés dîner avec des cadres. L'un d'eux a mentionné qu'il avait vécu à Chicago et connaissait bien la ville. Il a commencé à demander des détails à Adam sur les quartiers, les écoles, les endroits spécifiques. Adam est devenu très nerveux et a inventé des réponses qui ne correspondaient pas. L'exécutif a remarqué les incohérences mais n'a rien dit à l'époque. Cette situation avait créé des tensions dans leur mariage parce que Chloé craignait que les mensonges ne nuisent à la carrière d'Adam. Pendant plus d'une heure, Chloé a avoué qu'elle se sentait piégée entre la loyauté envers son mari et l'inconfort que ses stratégies d'escalade sociale lui causaient. Je ne l'ai pas épousé pour son origine familiale, mais pour qui il était quand je l'ai rencontré à Chicago. Maintenant il semble comme une autre personne obsédée par des gens impressionnants qui ne valent peut-être pas l'effort. Elle m'a dit qu'Adam avait dit en privé qu'il se sentait piégé entre deux mondes. Sa modeste enfance et ses aspirations professionnelles. Il dit que son cabinet a des collègues qui viennent de familles avec des traditions d'affaires que lorsqu'ils parlent de leur père, ils mentionnent des diplômes universitaires, des voyages, des investissements. Il se sent inférieur. Le mot résonnait dans l'atelier comme un coup de marteau déplacé. Mon fils se sentait inférieur pour être mon fils. J'ai expliqué à Chloé que je n'avais aucun ressentiment envers Adam, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que ses paroles n'avaient pas été profondes.
Un nom de famille n'est pas qu'une étiquette. C'est une responsabilité. Il représente ceux qui sont venus avant et engage ceux qui viendront après. S'il considère que c'est un fardeau, il est peut-être temps qu'il apprenne à vivre sans lui. Claude m'a regardé avec une expression inquiète. Comment ça? Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, je lui ai raconté l'histoire d'un client qui m'avait chargé de restaurer une table du XVIIIe siècle. C'était pourri, dépouillé, apparemment inutile. J'ai travaillé pendant 3 mois pour restaurer sa dignité. Quand je l'ai livré, ça s'est montré neuf. 2 semaines plus tard, le client l'a vendue parce qu'il a décidé qu'elle ne correspondait pas à son nouveau décor. Chloé a compris la métaphore. Et qu'avez-vous fait? J'ai appris à être plus sélectif à qui je donne mon travail. Après son départ, j'ai ouvert le cahier couvert vert et j'ai écrit un résumé de la conversation. Sa visite a confirmé mes soupçons. Adam n'avait pas agi sur l'impulsion au mariage. Il planifiait cette séparation symbolique depuis un certain temps. J'ai compris son dilemme, mais je ne l'ai pas justifié. Il y a des façons dignes d'escalader l'échelle sociale sans faire sauter les fondations qui vous ont soutenu. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai pris une enveloppe d'un tiroir qui était arrivé par la poste 2 jours plus tôt. Il venait de Boston d'un cabinet d'avocats. Je ne l'avais pas encore ouvert parce que quelque chose en moi m'a dit que son contenu changerait le cours de cette histoire de famille qui commençait à peine à être écrite. Jeudi, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe de Boston. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle du cabinet d'avocats Imné et Associates signée par un Thomas Imné. Le contenu m'a laissé immobile pendant plusieurs minutes. Selon le document, j'étais le seul héritier légitime de M. Arthur Miller, décédé le 3 mai 2024 à Boston sans descendant direct. La propriété comprenait des biens immobiliers, des placements financiers et des actions d'entreprise d'une valeur d'environ 10 millions de dollars. L'héritage ne dépendait que de la preuve de mon identité et de ma relation avec le défunt. Documentation que l'entreprise s'est engagée à gérer si j'ai exprimé l'intérêt de la réclamer. J'ai relu la lettre 3 fois pour m'assurer que je n'avais pas mal compris. Arthur Miller était le frère aîné de mon grand-père paternel, qui avait immigré au Massachusetts dans les 1950 secondes pour travailler dans la construction. Il avait fondé une société immobilière qui prospérait pendant le boom touristique de Cape Cod, et il mourut célibataire sans enfant connu. Les avocats avaient mis des mois à trouver des héritiers légitimes avec le nom de famille Miller. J'étais le seul candidat qui satisfaisait aux exigences légales établies dans le testament. L'ironie était si parfaite que c'était presque cruel. Au moment même où mon fils a refusé publiquement notre nom de famille. Le destin m'a révélé que ce nom portait une fortune de famille qu'il n'avait jamais connue. J'ai mis la lettre dans le tiroir avec d'autres documents importants et je suis retourné au travail. Je devais finir les cabinets de Larry avant le week-end. Et me concentrer sur des tâches concrètes m'a aidé à traiter des informations complexes. Tout en planifiant les portes, j'ai réfléchi aux implications de l'héritage. Ce n'était pas seulement l'argent qui m'a frappé, mais la confirmation que mon nom de famille avait des racines plus profondes que je ne l'imaginais. Arthur avait construit un empire des affaires, créé des emplois, contribué au développement de la région du Massachusetts. Son héritage a prouvé que les Miller pouvaient réussir comme toute autre famille. Ce soir-là, j'ai appelé le cabinet de Boston et j'ai prévu un rendez-vous téléphonique avec Thomas Imné pour le vendredi suivant. Je voulais comprendre tous les détails juridiques avant de prendre des décisions. Je n'allais pas me précipiter, comme je ne me suis pas précipité pour répondre à l'humiliation au mariage. Les grandes décisions ont besoin de temps pour s'arrêter. Ce qui était clair, cependant, était que cette révélation a complètement changé la perspective de ma relation avec Adam. Il avait rejeté un nom de famille, croyant qu'il l'avait retenu. La réalité lui montrerait qu'il avait méprisé un héritage qui aurait transformé sa vie. Vendredi, avant l'appel prévu, je me suis arrêté au cimetière pour visiter la tombe de Linda. Je lui ai parlé tranquillement de la lettre de Boston, de la conversation avec Chloé, des plans d'Adam pour effacer mon nom de son identité. Que feriez-vous à ma place? J'ai demandé au granit gris où ses cendres reposaient. Je ne m'attendais pas à une réponse surnaturelle, mais la clarté qui vient parfois quand nous verbalisons des dilemmes complexes. Linda avait toujours défendu Adam, même quand son comportement était douteux, mais elle avait aussi été ferme dans la défense des valeurs familiales. Je me suis souvenu qu'elle disait, les enfants grandissent pour partir, mais pas pour oublier qui les a élevés. L'appel téléphonique avec Thomas Imné a duré presque 1 heure. Il a expliqué qu'Arthur avait été un homme méticuleux qui avait rédigé son testament avec des instructions très précises sur la localisation des héritiers et la gestion de la succession.
Une clause particulière a attiré mon attention. Le testament stipulait que seules les personnes qui ont honoré le nom Miller avec dignité et fierté pouvaient hériter. C'était comme si Arthur avait anticipé des situations comme celles que j'avais vécues avec Adam. J'ai accepté de commencer le processus de revendication de l'héritage, mais j'ai demandé une discrétion absolue jusqu'à ce que je décide comment procéder. Thomas m'a assuré de la confidentialité totale. En tant que professionnel, il comprend que les successions familiales génèrent souvent des tensions qui nécessitent une gestion prudente. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le banc de l'atelier et j'ai regardé mes mains, teintées de vernis et marquées par des décennies de travail manuel. Ces mains avaient construit des meubles, réparé des maisons, soutenu ma famille pendant des temps difficiles. Adam les regardait travailler depuis qu'il était petit. Mais maintenant il avait honte de ce qu'il représentait. L'héritage d'Arthur m'a offert la chance de montrer que le nom Miller n'était pas synonyme de limitation, mais de capacité à générer de la richesse et du progrès. Mais il m'a aussi présenté une décision morale complexe. Devrais-je partager cette révélation avec un fils qui avait publiquement renoncé à sa part dans l'histoire de notre famille? J'ai ouvert le cahier couvert vert et écrit une ligne qui a résumé mon état d'esprit. Le nom qu'il a rejeté est devenu le plus précieux qu'il ait jamais connu. J'ai posé le stylo sur la table et je suis allé faire une promenade dans le quartier. Les rues du vieux quartier étaient calmes à cette heure crépusculaire avec les voisins arrosant des plantes sur leurs terrasses et les enfants jouant sur la petite place près de l'église. C'était mon monde, authentique et simple, le même Adam considéré comme insuffisant pour ses aspirations. En marchant, j'ai compris que l'héritage n'était pas seulement de l'argent. C'était une occasion d'enseigner la leçon la plus importante de ma paternité, que la valeur d'un nom de famille n'est pas mesurée par le compte bancaire qui l'accompagne, mais par l'intégrité de ceux qui le portent. Le week-end s'est passé dans un calme étrange, aucun appel de New York, aucun message d'excuse, aucune tentative de réconciliation. Adam semblait avoir décidé que le silence était la meilleure stratégie pour laisser l'incident de mariage s'estomper dans l'oubli. Mais j'avais appris quelque chose de fondamental. Le temps n'efface pas les blessures. Ça les transforme en cicatrices. Et si Adam n'était pas prêt à apprendre cette leçon, il aurait dû vivre sans jamais savoir ce qu'il avait perdu en méprisant le nom qui venait de devenir la clé d'une fortune qui aurait satisfait toutes ses ambitions matérielles. La décision a été prise. J'attendrai. J'observerai. Et quand le moment était venu, je lui montrai la vraie valeur de ce qu'il avait choisi de rejeter. La curiosité d'Arthur est devenue une enquête méthodique qui a rempli mes après-midi doux. Thomas Jiménez m'avait donné des contacts de personnes qui travaillaient avec lui depuis des décennies, et chaque conversation révélait de nouvelles facettes d'un homme qui avait transformé l'ambition en un héritage solide. Le premier à me rencontrer était James Cole, un architecte retraité qui a conçu 3 bâtiments résidentiels à Yannisport. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Boston-s Beacon Hill, entouré par l'agitation touristique qui remplit la région en été. Arthur était exigeant mais juste, se souvient James, en remuant son café. Il n'a jamais accepté les matériaux de 2e classe, même s'ils coûtent plus cher. Il disait qu'un bâtiment mal construit est une trahison des familles qui y habiteront. Il m'a montré des photos des chantiers réalisés pendant les années 70 et 80. Dans plusieurs, Arthur est apparu personnellement superviser le travail, habillé en salopette bleue et un chapeau blanc dur. Une anecdote m'a frappé en particulier. Au cours de la construction du bâtiment le plus complexe, des problèmes structurels ont surgi qui ont nécessité des modifications coûteuses aux fondations. D'autres développeurs auraient cherché des correctifs bon marché. Arthur a interrompu le projet pendant 6 semaines, embauché d'autres ingénieurs et investi $150 000 supplémentaires pour assurer la sécurité totale. Mon nom sera associé à ce bâtiment pour les 100 prochaines années, nous a-t-il dit. Je ne laisserai tomber aucune famille. Cette phrase résonnait dans mon esprit comme un écho de mes propres convictions sur la responsabilité professionnelle. Le témoignage suivant est venu de Rose Carter, un comptable qui a géré les finances d'Arthur de 1985 jusqu'à sa mort. Elle m'a reçu dans son bureau moderne dans le quartier financier, entouré de classeurs contenant des décennies de documentation d'affaires. Arthur n'a jamais dépensé d'argent pour le luxe personnel, a-t-elle expliqué en consultant de vieux dossiers. Il vivait dans un appartement modeste, conduisait des voitures fonctionnelles, mangeait dans des restaurants simples. Il a réinvesti toute sa fortune dans de nouveaux projets ou l'a sauvé. Elle m'a montré des relevés bancaires qui ont prouvé cette austérité. Pendant les années de revenus millionnaires, ses dépenses personnelles dépassent rarement $2000 par mois. Rose m'a dit qu'Arthur avait créé un fonds spécial destiné exclusivement à localiser des parents éloignés. Chaque année,
il consacre $5000 à la recherche généalogique. Il engagea des détectives privés, consulta les archives paroissiales, paya des annonces dans les journaux du Midwest à la recherche d'informations sur la famille Miller de sa ville natale. La recherche avait été infructueuse pendant des décennies, principalement parce que mon grand-père avait déménagé plusieurs fois après l'immigration d'Arthur. Il est devenu obsédé par la recherche d'héritiers dignes. Il a dit que l'argent sans famille était comme une rivière sans lit de rivière. La troisième rencontre a eu lieu avec Stephen Moore, contremaître de la construction qui a travaillé directement sous Arthur pendant 20 ans. Il m'a rencontré dans une taverne traditionnelle du North End, une authentique ambiance populaire qui contraste avec les élégants bureaux où j'avais tenu les réunions précédentes. Monsieur Arthur n'a jamais perdu son chemin de travail, m'a assuré Stephen. Il s'est levé avant tout le monde. Il a été le premier à arriver sur les sites et le dernier à partir. Le dimanche, il venait vérifier que tout était sécurisé. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa mémoire pour les détails familiaux de ses ouvriers. Il connaissait les noms de nos femmes, s'inquiétait de nos enfants, se souvenait des anniversaires. Quand mon plus jeune fils a eu des problèmes au lycée, il m'a aidé à trouver une meilleure école et à avancer l'argent pour les frais de scolarité sans demander de garantie. Il a raconté d'autres gestes similaires, des prêts sans intérêt pour les mariages d'employés, de l'aide médicale pendant les maladies familiales, des primes supplémentaires à la naissance des petits-enfants. L'image qui ressort de ces témoignages dépeint un homme qui avait maintenu ses valeurs essentielles malgré son succès économique. Arthur avait été l'antithèse d'Adam, fier de ses origines, fidèle à ses principes, engagé dans sa communauté. Le contraste m'a fait mal, mais il m'a aussi guidé sur le genre d'héritage que je voulais préserver. Pendant le trajet en train vers Chicago, j'ai réfléchi à la responsabilité qui m'était imposée. Je n'étais pas simplement l'administrateur d'une fortune, mais le gardien d'un héritage familial qui avait pris des générations pour construire. Arthur avait travaillé pendant 4 décennies pour accumuler cette richesse dans l'espoir de la transmettre aux descendants qui honoreraient ses efforts. J'ai eu le dernier témoignage par hasard. À la South Station de Boston, en attendant le train express pour Chicago, j'ai reconnu un homme âgé qui lisait le journal sur un banc voisin. C'était Frank Miller, le deuxième cousin d'Arthur. Comme je l'ai appris plus tard, il avait appris la mort de mon grand-oncle par la presse locale. Il était le plus intelligent de la famille, il m'a dit quand je me suis présenté. Il a toujours su qu'il devait quitter la ville pour avancer. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Il m'a écrit de longues lettres, me parlant de ses projets. Il a envoyé de l'argent quand les récoltes étaient mauvaises, demandé au sujet de tous les parents. Frank a expliqué que la branche d'Arthur de la famille s'était dispersée après la Grande Dépression, quand les difficultés économiques ont forcé beaucoup de jeunes à immigrer. Nous avons perdu le contact parce qu'il n'y avait pas de téléphone ou de bonne route. Mais Arthur a toujours promis qu'il reviendrait quand il était riche pour aider à reconstruire ce que nous avions perdu. De retour à Chicago, j'ai organisé toutes les informations recueillies dans un dossier spécifique intitulé Family History, Arthur Miller. J'ai inclus des photographies, des témoignages transcrits, des documents commerciaux et des généalogies approximatives. C'était une précieuse archive qui montrait la trajectoire ascendante des Miller, des agriculteurs du Midwest aux hommes d'affaires prospères. Maintenir toujours les valeurs de travail, d'honnêteté et d'intégrité personnelle. Cette documentation est devenue la base de ma prochaine décision stratégique. Je n'avais pas prévu de révéler immédiatement l'héritage à Adam, mais je voulais lui montrer que ses préjugés sur l'origine de notre famille manquaient de fondement historique. J'ai préparé une sélection de photographies d'Arthur sur ses chantiers, des articles de presse mentionnant ses projets réussis et des témoignages soulignant sa réputation d'entreprise. La tentation de l'affronter directement était intense, mais j'ai résisté pour des raisons tactiques. Premièrement, je voulais vérifier s'il maintenait son attitude dédaigneuse envers notre nom, ou s'il montrait des signes de réflexion. Les décisions éducatives les plus efficaces exigent un timing précis comme les coupes de bois qui doivent suivre le grain naturel pour éviter l'éclatement. Le plan comporte plusieurs phases successives. Premièrement, l'observation silencieuse de l'évolution d'Adam. Deuxièmement, l'évaluation de son attitude envers moi et notre nom de famille. Troisièmement, une décision sur la question de savoir s'il méritait de connaître l'héritage ou s'il devait en rester définitivement exclu. C'était un processus qui exigeait de la patience. Mais la pédagogie paternelle la plus profonde n'admet aucune improvisation ou précipitation émotionnelle. Observer Adam à distance est devenu un exercice de patience qui a mis à l'épreuve ma maîtrise de soi. En septembre, par l'intermédiaire de ses médias sociaux, je pouvais suivre l'évolution de sa nouvelle vie de marié à New York.
Les photographies ont montré des dîners dans des restaurants élégants, des visites de galeries d'art, des escapades de week-end dans des villes européennes. Dans toutes les images, il a été étiqueté Adam Scott, solidifiant son abandon systématique du nom de famille de son père. Ses amis ont commenté le billet avec des phrases comme « Vous êtes devenu si élégant » ou « Vous ne semblez même pas comme le même gars de Chicago ». Observation qu'il a reçue comme compliment. La transformation était évidente. Il avait réussi à se réinventer comme le professionnel sophistiqué qu'il avait toujours voulu être. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence totale de référence à sa famille d'origine. Pas une seule mention de Linda à l'anniversaire de son décès, pas un souvenir nostalgique de Chicago, pas même des photos d'enfance qui pourraient humaniser sa nouvelle image publique. C'était comme s'il avait décidé sa vie à commencer quand il a obtenu le travail à New York et a épousé Chloé. Un après-midi à la fin de septembre, tout en réparant une vitrine antique pour un client de l'ancien district, j'ai reçu une visite inattendue de Paula Scott, la sœur aînée de Linda. Nous ne nous étions pas vus depuis les funérailles, et sa présence dans l'atelier m'a agréablement surpris. Elle est arrivée avec un sac de pâtisserie d'une boulangerie du centre-ville. « Robert, je suis venu voir comment tu vas. Les voisins disent que vous avez été très calme dernièrement. » Elle s'installe dans la chaise en osier que Linda occupe quand elle descend à l'atelier l'après-midi d'hiver. Paula avait entendu des rumeurs sur le comportement d'Adam au mariage, bien que personne ne lui ait dit tous les détails. Un cousin de Chloé a mentionné qu'il y avait des tensions pendant le toast. Est-ce vrai qu'Adam a dit quelque chose de inapproprié à propos de la famille? Je n'ai pas été surpris que les nouvelles aient circulé. Chicago est une ville où les nouvelles familiales voyagent plus vite que les rats. J'ai expliqué ce qui s'est passé sans dramatiser. Avec la même neutralité j'utiliserai pour décrire un problème technique dans un meuble. Paula écouta en silence, sillonnant progressivement son front en comprenant l'ampleur de l'infraction. Linda aurait été bouleversée. Elle murmura à la fin. Elle a toujours défendu Adam, même quand il a montré ses héritiers de grandeur qu'il a pris à New York. Mais ça, elle s'est secoué la tête en désapprobation. Il y a des lignes que vous ne croisez pas, peu importe à quel point vous êtes ambitieux. Au cours de notre conversation, des informations pertinentes sont apparues que je ne connaissais pas. Paula entretenait des contacts sporadiques avec un ancien coursier de Linda, Kathleen, qui vivait maintenant à New York près du quartier où habitaient Adam et Chloé. Kathleen les a vus quelques fois au supermarché. Elle dit qu'Adam ressemble à une autre personne. Des vêtements coûteux, des manières étudiées, un accent plus neutre. Et que comptez-vous faire? Paula m'a demandé directement. On ne peut pas s'asseoir après un tel manque de respect. C'était la question que je me posais tous les soirs avant de m'endormir. Je lui ai répondu honnêtement. J'attends le bon moment pour lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas, mais ce doit être quelque chose de définitif, pas un reproche temporaire qu'il peut ignorer. Pendant octobre, les revenus de l'héritage d'Arthur ont commencé à s'accumuler dans mes comptes bancaires régulièrement. Chaque mois, j'ai reçu des transferts pour les loyers des propriétés du Massachusetts, des dividendes des investissements financiers et des bénéfices des actions d'entreprise. Ces montants dépassaient mon revenu annuel de menuisier. Mais ils sont arrivés avec la naturalité de quelqu'un recevant les fruits d'investissements bien gérés. Cette nouvelle réalité économique m'a posé des dilemmes pratiques sur la façon de gérer la richesse sans modifier mon mode de vie essentiel. J'ai décidé de maintenir ma routine habituelle dans l'atelier, continuer à accepter les commandes de menuiserie, continuer à vivre dans le même modeste appartement dans le vieux quartier. La fortune était un instrument pédagogique, pas une raison de changer mon identité personnelle. Cependant, j'ai commencé à explorer discrètement des options pour utiliser une partie des ressources pour des projets qui honoreraient la mémoire de Linda et l'héritage d'Arthur. J'ai contacté des organismes de bienfaisance locaux spécialisés dans l'aide aux familles ayant des difficultés financières, en particulier celles dirigées par des charpentiers, des maçons ou d'autres ouvriers. Au début de novembre, j'ai reçu un appel inattendu qui a modifié temporairement mes plans d'observation silencieuse. C'était Chloé, sa voix tendue et urgente. « Robert, je dois te parler. C'est important. » Nous nous sommes rencontrés le même après-midi dans un café tranquille en ville. Elle est arrivée comme inquiète, habillée plus simplement que lors de sa visite à l'atelier il y a des mois. Ce qu'elle m'a dit a confirmé mes pires soupçons sur l'évolution du caractère de mon fils. Adam avait intensifié son obsession pour effacer des traces de son origine familiale, allant jusqu'à inventer de fausses histoires sur son passé lorsqu'il interagit avec des collègues ou des clients importants. Il leur dit que son père était ingénieur industriel à la retraite, qu'il a grandi dans un quartier résidentiel de Chicago, qu'il a étudié dans des écoles privées,
Chloé a révélé clairement mal à l'aise. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter ses mensonges, mais il dit qu'ils sont des ajustements narratifs nécessaires pour le réseautage professionnel. Mais il y a quelque chose de plus sérieux, a poursuivi Chloé, abaissant sa voix. La semaine dernière, nous sommes allés dîner avec les dirigeants de sa société. L'un d'eux a mentionné qu'il avait vécu à Chicago pendant la 82e et connaissait bien la ville. Il a commencé à demander des détails à Adam sur les quartiers, les écoles, les endroits spécifiques. Adam est devenu très nerveux et a inventé des réponses qui ne correspondaient pas. La conversation a duré plus d'1 heure. Chloé a avoué qu'elle se sentait piégée entre la loyauté envers son mari et l'inconfort que ses stratégies d'escalade sociale lui causaient. Je ne l'ai pas épousé pour son origine familiale, mais pour qui il était quand je l'ai rencontré à Chicago. Maintenant il semble comme une autre personne, tous obsédés par des gens impressionnants qui ne valent peut-être pas l'effort. Comme nous nous sommes séparés, Chloé m'a demandé de ne pas révéler le contenu de notre conversation à Adam. Je voulais juste que tu saches qu'il y a quelqu'un à New York qui n'approuve pas ce qu'il fait. Linda ne méritait pas que son fils aille à ces extrêmes. Ces paroles m'ont profondément ému parce qu'elles ont confirmé que les valeurs familiales avaient encore des défenseurs. De retour chez moi, j'ai mis à jour mes notes dans le carnet couvert vert avec les informations fournies par Chloé. Le comportement d'Adam est passé de la simple honte familiale à la falsification systématique de son histoire personnelle. Il ne refusait pas seulement son nom de famille. Il avait commencé à nier mon existence dans le cadre de sa stratégie de réinvention sociale. L'héritage d'Arthur revêt maintenant une dimension presque poétique. Mon fils mentait sur son origine pour impressionner les supérieurs qui appréciaient le statut familial, tout en ignorant qu'il avait un accès légitime à une fortune qui aurait satisfait toutes ses ambitions matérielles. L'ironie était parfaite. En méprisant le nom Miller, il avait automatiquement perdu le droit de bénéficier de la richesse que ce même nom avait générée cette nuit-là. Avant de me coucher, j'ai sorti la photo jaunâtre que Frank m'avait montrée, un jeune Arthur posant avec ses frères à côté de la maison familiale. Je l'ai étudié attentivement, à la recherche de ressemblances familiales, en imaginant les conversations qu'ils auraient pu avoir sur l'avenir. Aucun de ces hommes sérieux n'aurait pu imaginer que des décennies plus tard, un descendant direct aurait honte du nom qu'ils avaient porté avec la fierté de Farmer. Je devais seulement décider quand et comment lui révéler cette vérité pour qu'il comprenne l'ampleur de son erreur, de préférence quand il était trop tard pour la corriger. Décembre est arrivé avec la détermination de formaliser les décisions que j'avais mûries pendant des mois de réflexion silencieuse. L'héritage d'Arthur n'était plus une nouveauté abstraite, mais une réalité consolidée qui générait un revenu constant, me fournissant les ressources pour matérialiser le projet éducatif le plus important de ma paternité. J'ai de nouveau communiqué avec Patricia Morgan, l'avocate qui avait conseillé sur le processus initial pour explorer la création d'une fondation caritative qui canaliserait une partie importante de la succession vers des causes sociales spécifiques. La réunion a eu lieu dans son bureau un matin froid tôt dans le mois. Je veux établir une institution qui aide les familles de travailleurs manuels, j'ai expliqué que nous avons examiné les documents financiers mis à jour, bourse pour les enfants de charpentiers, maçons, plombiers, électriciens, prêts sans intérêt pour les petits ateliers familiaux, aide médicale pour les artisans sans assurance complète. Patricia a pris des notes minutieuses pour évaluer la viabilité juridique et financière de chaque proposition. C'est une belle initiative, Monsieur Miller, avez-vous pensé au nom de la fondation? Je n'ai pas hésité. La fondation Linda Scott Miller à la mémoire de ma femme. Ce fut l'ultime hommage à celui qui avait tenu notre famille avec amour inconditionnel. Le processus d'incorporation a nécessité plusieurs semaines de documents complexes. Nous avons dû rédiger des règlements détaillés, définir des objectifs spécifiques, établir des critères de sélection pour les bénéficiaires, concevoir des protocoles de surveillance pour les aides accordées. Patricia a coordonné ses activités avec les notaires, les gestionnaires fiscaux et les organismes officiels afin de s'assurer que la fondation respecte tous les règlements juridiques applicables. Mon rôle était d'approuver les décisions stratégiques et de fournir la dotation initiale. 3 millions de dollars, ce qui générerait suffisamment d'intérêt pour financer des activités de bienfaisance pendant des décennies sans épuiser le capital principal. Alors que la création de la fondation a progressé, j'ai maintenu la discrétion absolue sur le projet. J'ai continué à travailler dans l'atelier avec le même dévouement que toujours, en acceptant des ordres modestes, en maintenant des heures régulières. La seule différence était que j'avais commencé à refuser des emplois qui m'obligeaient à voyager hors de Chicago pendant plusieurs jours, car j'avais besoin d'être disponible pour des réunions liées à la fondation. En janvier 2025, la
Fondation Linda Scott Miller a reçu l'autorisation officielle de commencer des activités. La cérémonie de présentation publique a eu lieu dans une salle de l'hôtel de ville de Chicago, à laquelle ont participé des représentants des syndicats de la construction, des associations artisanales et des organismes de bienfaisance locaux. J'ai fait un bref discours soulignant l'engagement de la Fondation à dignifier le travail manuel et à soutenir les familles qui, comme la mienne, pendant des décennies, avaient construit la ville avec un effort honnête. Les médias locaux ont couvert l'événement avec des articles positifs, soulignant la générosité du donateur anonyme qui a rendu l'initiative possible. L'impact des médias a été plus important que prévu. La Chicago Chronicle a publié un rapport détaillé sur la fondation, y compris des photographies de la présentation où j'ai semblé donner symboliquement la première bourse à la fille d'un plombier retraité. WGN Nouvelles diffusait une entrevue de 5 minutes sur les nouvelles régionales. Quelqu'un qui apprécie grandement le travail des artisans a décidé de consacrer une partie de leur domaine à aider des familles comme la nôtre. J'ai déclaré aux caméras. L'ironie de ces paroles m'a donné une satisfaction personnelle. Je décrivais Arthur sans mentir en omettant des informations cruciales. Les premiers bénéficiaires ont été sélectionnés selon des critères stricts que j'avais établis lors des réunions préparatoires. 5 bourses universitaires pour les enfants de travailleurs manuels ayant des antécédents universitaires exceptionnels. 3 prêts gratuits d'intérêt pour les ateliers qui ont besoin de moderniser des machines obsolètes. 2 bourses médicales pour les artisans avec des maladies coûteuses. L'écho médiatique de la Fondation a atteint New York par les médias sociaux et les journaux numériques. Un après-midi de février, j'ai reçu un appel téléphonique que j'attendais depuis des semaines. C'était Adam, sa voix confuse et légèrement agitée. « Papa, j'ai vu des nouvelles d'une fondation à Chicago qui aide des gens comme nous. Tu es au courant ?» Sa façon de formuler la question a révélé l'inconfort que tout sujet lié à notre statut social lui a causé. J'ai répondu avec la nature étudiée. « Oui, c'est une initiative intéressante. Il semble qu'il y ait des gens généreux qui apprécient le travail des artisans. Savez-vous qui l'a financé ?» Adam a insisté. Les journaux disent que c'est un donneur anonyme, mais ça doit être quelqu'un de très riche. 3 millions de dollars n'est pas un montant que n'importe qui peut donner. La figure avait attiré son attention, comme cela était logique pour quelqu'un obsédé par l'argent et le statut social. Aucune idée. J'ai menti délibérément. Je suppose qu'il y a des gens riches qui se souviennent d'où ils viennent et veulent aider les familles à traverser les mêmes difficultés. Le silence qui suivit fut long et inconfortable. Adam traitait les implications de mes paroles, probablement les reliant à son propre comportement. Au cours des prochains jours, Adam m'a envoyé plusieurs messages WhatsApp demandant des détails sur la fondation. Il voulait connaître le nom du donateur, les critères spécifiques d'octroi de l'aide, les perspectives de croissance de l'institution. Ces questions ont révélé une véritable curiosité mêlée à quelque chose qui pourrait être interprété comme un malaise moral. Le moment de la plus grande tension est venu quand il m'a demandé d'intervenir pour lui obtenir une réunion avec la direction de la fondation. Chloé et moi pensons faire un don important, mais nous aimerions parler directement aux décideurs. La demande m'a mis dans une position délicate car je devrais refuser sans pouvoir expliquer les véritables raisons. Je ne pense pas avoir ce genre d'influence, j'ai répondu. La fondation maintient une stricte confidentialité sur ses procédures internes, mais vous pouvez écrire directement à l'adresse officielle indiquée dans les journaux. Son insistance a confirmé que le projet de bienfaisance avait attiré son intérêt d'une manière inattendue. Fin février, la fondation s'était installée dans son rythme opérationnel normal. Les bureaux fonctionnaient à partir d'un local loué près de la cathédrale avec un personnel administratif compétent qui gérait les applications, évaluait les cas et coordonnait les livraisons d'aide. J'ai visité l'établissement chaque semaine pour superviser les activités et rencontrer personnellement les bénéficiaires, voir les jeunes enfants de Mason s'inscrire à des cours universitaires, regarder des ateliers familiaux se moderniser avec de nouvelles machines, entendre des témoignages de gratitude des artisans qui avaient surmonté les crises médicales grâce à notre soutien. Tout cela a validé la décision de canaliser l'héritage vers des causes constructives. Lors d'une visite de routine à la fondation, le coordonnateur m'a informé d'une demande inhabituelle qui était arrivée par la poste. Et Adam Miller Scott, résident à New York, offrait de faire du bénévolat pour les activités promotionnelles de l'établissement et exprimait son intérêt à collaborer financièrement à ses projets de bienfaisance. La lettre comprenait son CV professionnel, son travail, des références et une déclaration personnelle expliquant son lien émotionnel avec les familles des ouvriers. En lisant le document, je souris amèrement. Mon fils avait temporairement récupéré le nom Miller pour se présenter à une fondation qu'il admirait,
mais il continuait à utiliser le nom Scott dans sa vie professionnelle quotidienne. Cette nuit-là, j'ai écrit une entrée dans le cahier couvert vert qui résume mes sentiments. Adam veut faire partie d'une institution financée avec de l'argent du nom qu'il a rejeté. L'ironie est parfaite, mais il ne le sait pas encore. Il est temps de terminer ses études. L'appel est arrivé un jour en mars. Exactement à 11 h du matin alors que je terminais le vernissage d'une table à manger pour les clients de la banlieue. C'était Adam, mais sa voix semblait différente, moins confiante avec une note de vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis son adolescence. « Papa, je dois te demander quelque chose d'important. » Il a commencé après les salutations formelles habituelles. Chloé et moi traversons des difficultés financières temporaires. Je me demandais si tu pouvais nous aider avec un petit prêt, quelque chose comme 5 000 $. Je te rembourserai dans 6 mois avec des intérêts. Le moment que j'attendais depuis des mois était arrivé plus tôt que prévu. J'ai mis la brosse dans la boîte et je me suis assis sur le haut tabouret que j'utilise pour le travail de précision. Quel genre de difficulté ? J'ai demandé dans le ton neutre que j'avais perfectionné pendant cette longue crise familiale. Adam a pris un moment pour répondre comme si soigneusement choisir ses mots. L'entreprise restructure certains départements. Ma position est sûre, mais ils ont réduit les bonus trimestriels que nous attendions. Et Chloé veut changer d'emploi, trouver quelque chose de plus stable, mais cela signifie une période sans revenu d'elle. J'ai écouté son explication complète sans interrompre. Il a parlé des dépenses d'appartement inattendues, des paiements de prêts bancaires devenus plus lourds, de la nécessité de maintenir un certain niveau de vie pour ses engagements professionnels à New York. Il n'a pas mentionné directement les dîners coûteux ou les week-ends, mais il était clair que le style de vie sophistiqué qu'il avait adopté avait des coûts financiers que son revenu réel ne pouvait pas supporter confortablement. Je comprends la situation, j'ai répondu quand il a fini. Mais j'ai une question. Pourquoi tu viens me voir ? Si je comprends bien, vous préférez garder votre distance par rapport à vos origines familiales. Je ne voudrais pas demander à votre père, le charpentier, de vous aider à compromettre votre image professionnelle. Le silence qui a suivi a été si long que je me suis demandé si l'appel avait baissé quand il a finalement parlé. Sa voix était plus profonde. « Papa, je sais que j'ai dit des choses inappropriées au mariage. J'étais nerveux. J'avais trop bu. Ce n'était pas mon intention de vous offenser. » Les excuses étaient partielles et insuffisantes, mais elles ont révélé qu'il avait pensé à l'incident. Cependant, il n'a pas mentionné les mensonges subséquents que Chloé m'avait racontés, ni le changement systématique de nom sur ses profils professionnels et personnels. Adam, j'ai dit, avec la fermeté que j'avais apprise pendant des décennies d'élever un fils. Les mots ont des conséquences. Ils ne peuvent pas être effacés avec des excuses de commodité quand un besoin financier surgit. Mais vous êtes mon père, il a insisté avec une note de désespoir qui semblait familier. C'était le même ton qu'il a utilisé quand il voulait que Linda intercède pour adoucir mes décisions disciplinaires. Les familles s'entraident. Quelles que soient les différences temporaires qui pourraient survenir, son choix de mots a attiré mon attention. Il avait transformé l'humiliation publique de notre nom en différence temporaire, un euphémisme qui minimisait la gravité de son comportement. Il était clair qu'il ne comprenait toujours pas la dimension de l'infraction. J'ai expliqué que mon refus n'était pas motivé par un ressentiment personnel, mais par des principes éducatifs. Un homme qui a honte de son nom de famille doit pouvoir construire son avenir sans dépendre de la personne qui porte ce nom. Si vous considérez le Miller comme un fardeau social, il est logique de rejeter le soutien financier d'un Miller. Mon argument était implacable mais juste. Je ne pouvais pas le laisser utiliser sélectivement notre relation familiale, la méprisant en public quand elle correspondait à ses ambitions sociales, mais se tourner vers elle en privé quand il avait besoin d'argent. Ce n'est pas si simple, Adam a protesté. Je travaille dans un environnement très concurrentiel où l'image familiale influence les opportunités professionnelles. C'est pratique, pas personnel. Sa réponse confirme qu'il ne reconnaît toujours pas l'erreur fondamentale de sa perspective. C'est précisément pourquoi ma réponse est non. Je lui ai dit, si votre succès professionnel exige de nier mon existence, vous ne pouvez pas vous attendre à mon aide quand ce succès s'estompe. La conversation a continué pendant encore 15 minutes avec Adam alternant entre s'il vous plaît, promesse d'un changement d'attitude et tentative de négocier les conditions de prêt. Il a proposé des intérêts plus élevés, des conditions de remboursement plus courtes, des garanties supplémentaires. Mais j'ai occupé ma position avec la fermeté que j'avais développée pendant des mois pour me préparer à ce moment. Enfin, quand il a réalisé que mon refus était définitif,
son ton s'est déplacé vers quelque chose de plus proche de l'indignation. Je ne comprends pas ton attitude, papa. Après tout ce que j'ai fait pour toi quand maman était malade, quand je devais venir de New York pour aider les médecins et la paperasse de l'hôpital, la référence à Linda a fait mal, mais cela a aussi renforcé ma détermination. Adam avait accompli les devoirs de son fils pendant la maladie de sa mère, mais cela ne lui accordait pas un permis perpétuel pour humilier sa mémoire en méprisant le nom qu'elle avait fièrement porté pendant 30 ans de mariage. Ta mère t'aurait aidé sans hésiter, je l'ai reconnu. Mais ta mère n'aurait pas toléré que tu nies son nom en public pour impressionner des étrangers. Linda Scott est devenue Linda Scott Miller quand elle m'a épousé, et elle était fière de ce nom jusqu'au jour de sa mort. Adam a essayé un dernier recours. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Chloé. Elle n'est pas responsable de tout ça, et elle traverse une période difficile avec le changement d'emploi. C'était un geste intelligent. Il connaissait mon coin pour sa femme. C'est parce que j'apprécie Chloé que j'ai répondu. Très bien. Que je pense qu'il est important pour elle d'apprendre quel genre d'homme elle a choisi comme mari. Les leçons de caractère ne peuvent être reportées indéfiniment. Winnie a raccroché. Après un adieu tendu et formel, je suis resté immobile dans l'atelier pendant plusieurs minutes. La conversation avait été épuisante émotionnellement, mais aussi libératrice. J'avais maintenu la fermeté nécessaire sans recourir à des reproches disproportionnés ou à des attaques personnelles blessantes. Cet après-midi-là, j'ai travaillé avec une intensité renouvelée dans l'atelier, canalisant la tension émotionnelle vers des tâches nécessitant une concentration technique. Le travail manuel m'avait toujours servi de thérapie pour traiter des situations émotionnelles complexes. Chaque mouvement du papier de sable, chaque passage de l'avion, chaque tour du tournevis m'a progressivement calmé jusqu'à retrouver mon équilibre intérieur. Lors de mon dîner solitaire habituel, j'ai réfléchi aux étapes suivantes de cette crise familiale, qui avait évolué exactement comme je l'avais prévu. Adam avait épuisé la première option de réconciliation superficielle fondée sur des excuses partielles et des besoins financiers immédiats. Son prochain mouvement serait probablement plus désespéré. L'héritage d'Arthur a continué à générer des revenus réguliers, s'accumulant dans des comptes bancaires, tandis que j'ai maintenu ma modeste vie habituelle. Chaque transfert mensuel m'a rappelé l'ironie centrale de cette situation. Mon fils demandait $5 000 à quelqu'un qui possédait plus de 10 millions, précisément parce qu'il avait méprisé le nom qui lui aurait donné accès à cette fortune. Son éducation sentimentale allait être complétée par des révélations qui transformeraient à jamais sa compréhension de la valeur réelle des noms de famille. Le changement a commencé une semaine après l'appel raté. Pour la première fois depuis des mois, Adam a commencé à afficher différents contenus sur ses réseaux sociaux. Une photo du vieux quartier est apparue, prise d'un endroit en haut, sous-titrée « Chic sera toujours ma vraie maison », même si la vie m'a emmené loin. C'était un message calculé pour démontrer sa reconnexion avec ses origines, mais il maintenait suffisamment d'ambiguïté pour ne pas compromettre son image professionnelle à New York. Quelques jours plus tard, il a posté une vieille photo de Linda dans sa cuisine avec la légende « Missing les lentilles de ma mère ». Certaines saveurs ne peuvent pas être remplacées. La stratégie d'Adam comprenait également des tentatives indirectes de repromat par l'intermédiaire de tiers. Larry a mentionné qu'il avait reçu un appel de New York demandant ma santé et la situation financière générale. Votre fils semblait inquiet. Il a dit que tu étais plus calme que d'habitude ces derniers temps. Paula Scott m'a également informé d'un contact similaire. Adam m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour les rendez-vous médicaux ou les formalités administratives liées à mon statut de veuf. Il explorait clairement d'autres moyens de mesurer ma volonté d'une réconciliation éventuelle, mais sans s'engager dans des approches directes. Le mouvement le plus sophistiqué est venu par Chloé, qui m'a envoyé un message WhatsApp demandant une conversation téléphonique privée. Robert, j'aimerais te parler d'Adam. Mais sans qu'il le sache, je pense qu'il y a des choses importantes que vous devriez savoir. J'ai accepté immédiatement. Comme j'ai toujours apprécié son honnêteté, il est très contrarié par votre refus. Chloé a commencé sans battre autour du buisson. Non seulement à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il représente. Pour la première fois, il commence à vraiment comprendre les conséquences de ce qu'il a dit au mariage. Elle m'a dit qu'Adam avait passé des nuits sans sommeil, regardant à travers de vieilles photos de famille qu'il gardait sur son téléphone. Chloé a également révélé que la situation financière était plus complexe qu'Adam ne l'avait admis lors de notre conversation. Nous avons accumulé des dépenses excessives en essayant de maintenir un niveau de vie que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre. Dîner coûteux pour impressionner les clients, vêtements design pour des événements professionnels.
Voyage week-end pour garder l'image du succès. Mais il y a quelque chose de plus important. Chloé poursuivit, il a commencé à parler de la possibilité de revenir à Chicago. Il dit que New York se montre plus stressant qu'il ne l'escomptait. Il manque le calme du Midwest. Qu'il a peut-être fait une erreur en s'éloignant de sa famille. Honnêtement, cela me rendrait heureux, a admis Chloé quand je lui ai demandé son avis. Je ne me suis jamais senti complètement à l'aise à New York. Les gens sont plus superficiels. Les relations sociales sont plus calculées. Tout tourne autour du travail et de l'argent. À Chicago, nous avions de véritables amis, une vie sociale plus détendue, un meilleur équilibre. Au cours de la conversation, un détail particulièrement pertinent est apparu. Chloé m'a dit qu'Adam avait commencé à rechercher discrètement la fondation Linda Scott Miller, essayant d'identifier le donateur anonyme qui l'avait financé. Il est obsédé par cette histoire. Il dit que c'est quelqu'un qui connaissait votre femme. Peut-être un vieux client à toi qui est devenu riche. Avez-vous pensé à lui dire la vérité sur votre situation financière? Chloé m'a demandé directement. La question m'a pris au dépourvu car je ne savais pas combien elle avait déduit de mes circonstances réelles. Robert, je sais qu'il y a eu des changements importants dans votre vie ces derniers mois. Les voisins parlent. J'ai expliqué que j'avais reçu un petit héritage d'un parent éloigné, assez pour améliorer ma situation, mais pas pour résoudre les problèmes financiers des autres. C'était une vérité partielle, satisfaisant sa curiosité sans révéler d'informations qui pouvaient atteindre prématurément les oreilles d'Adam. C'est précisément pour ça que je suis discret. Si Adam savait que j'avais des ressources financières, son approche serait motivée par l'intérêt matériel, et non par la reconnaissance véritable de ses erreurs. Je préfère que toute réconciliation vienne d'une véritable réflexion. À la fin de la conversation, Chloé m'a demandé de reconsidérer mon attitude envers Adam, en prétendant qu'il montrait de véritables signes de remords et de réflexion. Je ne vous demande pas de lui donner de l'argent, mais peut-être pourriez-vous lui offrir un signe que la relation peut être réparée s'il démontre de vrais changements dans son comportement. Dites-lui que je suis prêt à reconstruire notre relation quand il prouve qu'il apprécie vraiment le nom de Miller, pas seulement quand il a besoin d'aide d'un Miller, j'ai répondu. Ce soir-là, après la conversation avec Chloé, j'ai pris une décision que je reportais depuis des semaines. Il était temps d'accélérer le processus éducatif pour créer une situation qui obligerait Adam à affronter directement les contradictions de son comportement. J'ai communiqué avec Patricia Morgan pour discuter de l'organisation d'un événement public pour la fondation qui générerait une importante couverture médiatique. Je veux que ce soit quelque chose de mémorable. Un événement qui démontre l'impact social de l'institution et attire l'attention des médias régionaux et nationaux. Patricia a suggéré d'organiser un gala à l'Opéra Civique. Y ont participé des personnalités politiques, des chefs d'entreprises locaux et des représentants d'organisations sociales. Nous pourrions inviter le maire à présenter une reconnaissance officielle à la fondation, obtenir une couverture de WGN et des grands journaux du Midwest. La date du gala a été fixée pour le dernier samedi d'avril. Des invitations ont été envoyées à une liste de 100 personnalités. Les médias ont confirmé la couverture complète et le programme comprenait la présentation d'une reconnaissance spéciale au bienfaiteur anonyme qui a transformé la vie de dizaines de familles de Chicago. J'assistais en tant qu'invité spécial, maintenant officiellement mon anonymat, mais prêt à révéler mon identité au point culminant de la cérémonie. C'était le cadre idéal pour montrer à Adam que le nom Miller avait généré la reconnaissance sociale, l'impact communautaire et le respect du public. Le jeudi avant le gala, Adam m'a appelé, sa voix particulièrement humble. « Papa, je sais que nous avons une différence, mais j'aimerais venir à Chicago ce week-end. Je veux te parler face à face. Excuse-toi bien. Essayez de réparer ce qui est cassé entre nous. » La demande est venue avec le timing parfait pour mes plans. C'est bien, j'ai répondu. Mais je veux que vous compreniez que les conversations sérieuses exigent une honnêteté totale. Plus de demi-vérité ou d'excuses pratiques. Il accepta les conditions sans hésiter. Samedi serait un jour mémorable pour nous deux, mais pour des raisons différentes de ce qu'il imaginait. La leçon finale de cette crise familiale allait commencer, et j'avais tous les éléments nécessaires pour la rendre définitive et inoubliable. L'héritage d'Arthur m'avait fourni les outils d'enseignement parfaits. Maintenant, je devais juste les utiliser au bon moment et au bon endroit pour qu'Adam comprenne. Peut-être trop tard. La vraie valeur du nom qu'il avait choisi de mépriser. Adam est arrivé vendredi après-midi en voiture de location depuis l'aéroport d'OHRE. Je l'ai vu s'approcher de la fenêtre de l'atelier.
Il marchait plus lentement que d'habitude, ses épaules s'assombrissaient légèrement, portant une petite valise. Son apparence avait subtilement changé depuis le mariage. Il était encore habillé avec élégance, mais il avait perdu cette confiance arrogante qui caractérisait ses mouvements les mois précédents. J'ai ouvert la porte sans drame inutile, avec la sérénité que j'avais cultivée pendant ces mois de préparation émotionnelle. « Salut, papa » dit-il. Et en ces deux mots, j'ai senti une vulnérabilité que je n'avais pas détectée depuis son adolescence. Je l'ai invité, je lui ai offert du café, je lui ai demandé pour son voyage, et pour Chloé. Avec la courtoisie formelle, on s'étend aux visiteurs importants mais éloignés. « Papa, je veux m'excuser » il a commencé quand nous nous sommes assis dans le petit salon où Linda regardait ses savons de l'après-midi. Non seulement pour ce que j'ai dit au mariage, mais pour tout ce qui s'est passé depuis. Je me suis comporté comme un lâche et un fil ingrat. Son discours sonnait répété, mais les larmes qui commencèrent à se lever dans ses yeux semblaient authentiques. J'ai écouté ses aveux sans interruption. Il m'a parlé de la pression sociale qu'il ressentait à New York, de l'insécurité que ses collègues de famille riches lui causaient, de la honte irrationnelle qu'il avait développée pour nos modestes origines. Ce n'est pas que j'avais vraiment honte de toi ou de maman, il a expliqué. J'avais honte de ne pas être né dans une famille qui faciliterait mon parcours professionnel. Et les mensonges après ? Je lui ai demandé directement. Chloé m'a dit que vous inventiez des histoires sur votre origine familiale pour impressionner vos supérieurs. Son visage est légèrement tombé. Elle vous l'a dit ? J'espérais vous l'expliquer moi-même. J'ai confirmé connaître les détails de sa réinvention personnelle à New York, y compris le changement systématique de nom sur les médias sociaux et les documents professionnels. Ce comportement me fait plus mal que le toast de mariage, je l'ai expliqué. Une infraction publique peut être une erreur momentanée. Mentir systématiquement sur votre identité familiale est une trahison soutenue. Adam a coulé dans le canapé comme si le poids de ses décisions s'était matérialisé physiquement sur ses épaules. Vous avez raison. J'ai construit une fausse version de moi-même pour impressionner des gens qui ne me respecteraient probablement pas davantage même si j'étais le fils d'un banquier. C'est pathétique. Pour la première fois au cours de la conversation, ces remords ont semblé tout à fait authentiques, dépourvus de calculs tactiques sur la façon de retrouver mon soutien. La question est, j'ai dit, que comptez-vous faire maintenant avec cette fausse version que vous avez construite ? Je veux l'annuler, il a répondu sans hésiter. Je veux récupérer le nom de Miller sur tous mes profils, corriger les mensonges que j'ai racontés sur nos origines, prouver publiquement que je suis fier d'être votre fils. Ces paroles semblaient convaincantes, mais j'avais un test plus exigeant préparé à évaluer la profondeur de sa transformation. Je suis heureux de vous entendre dire ça, Adam, parce que demain vous aurez l'occasion parfaite de le prouver. J'ai expliqué que j'avais été invité au gala pour la fondation Linda Scott Miller à l'Opéra Civique. La fondation qui aide les familles de travailleurs. Il a demandé, surpris. Comment avez-vous reçu une invitation à un tel événement exclusif ? J'ai expliqué que j'avais des liens dans le monde de la menuiserie locale, que certains bénéficiaires de l'aide étaient de vieux collègues. J'aimerais que tu m'accompagnes, j'ai demandé. Ce sera une occasion pour vous de voir comment on peut générer le respect social sans nier les origines familiales. La proposition l'excitait visiblement. J'aimerais venir avec toi. Ça pourrait être une façon de montrer publiquement que je n'ai pas honte de faire partie de la famille d'un ouvrier. Il y a une condition, j'ai ajouté. Je veux que tu utilises ton nom complet pendant toute la soirée. Adam Miller Scott. Pas de cachette, pas de demi-vérité. Il a immédiatement accepté la condition. Il a même suggéré que nous profitions de l'occasion pour le présenter à des contacts professionnels à Chicago. Pendant le dîner, j'ai préparé cette nuit-là, des lentilles à la saucisse, la recette de Linda. La conversation s'est déroulée avec une naturalité que nous n'avions pas vécue depuis avant son déménagement à New York. Adam m'a raconté en détail les pressions au travail, les difficultés de l'adaptation sociale, la solitude qu'il avait ressentie loin de son milieu familial familier. L'ambition m'a aveuglé, a-t-il admis, en savourant les lentilles. Je pensais que le succès professionnel compenserait tout sacrifice personnel. Mais j'ai découvert que le succès sans racines authentiques est creux, insatisfait. Ta mère aurait été fière de t'entendre parler ainsi, j'ai dit, et j'ai vu ses yeux mouillés à nouveau. Après le dîner, nous avons sorti des albums photos de famille que nous avions stockés après les funérailles de Linda. Adam regarda les images avec une attention renouvelée comme s'il les voyait pour la première fois. Une photographie en particulier a attiré son attention. Ça venait de son diplôme.
Linda et moi le flanquons, lui tenant le diplôme avec une expression fière. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans cette photo? Il a demandé. Que vous êtes tous les deux plus fiers de ma réussite que moi. Je pensais déjà à la prochaine étape pour impressionner les futurs employeurs. Tu étais content de me voir réussir. C'est de l'amour inconditionnel. Les parents célèbrent les succès de leurs enfants sans s'attendre à leur reconnaissance. Mais quand ces enfants grandissent et nous rejettent pour impressionner les étrangers, la douleur est proportionnelle à l'amour investi. Adam a hurlé avec une expression grave. Je comprends maintenant pourquoi ma demande d'argent vous a tellement bouleversé. Ce n'était pas seulement le prêt. C'était l'hypocrisie de vous en public et se tournant vers vous en privé quand ça me convenait. Samedi a été clair avec cette lumière de printemps dorée Midwest qui fait Chicago.